Mais c'est super compliqué, on est dans une génération, on sait pas ce qu'on veut se caser, puis on veut pas, on veut s'amuser, mais pas trop. On est tous complètement tarés. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des meilleurs dans chaque domaine afin que nous puissions nous en inspirer. Cette semaine, j'accueille Anna Paulina. Anna est une hardeuse, c'est-à-dire qu'elle évolue dans le milieu du X. D'abord actrice, elle a été l'égérie de la maison Dorcel avant de s'essayer à la réalisation, à l'écriture, à la radio. Certains d'entre vous ont pu la découvrir dans le clip de Vitrine du rappeur Vald. On parle de son adolescence et de sa volonté d'indépendance. Elle raconte son arrivée dans le X, puis son choix de se professionnaliser. Elle m'explique les dessous de cette industrie que je connaissais finalement assez mal, décrivant le X comme un milieu extrêmement sain. On parle de la pression sociale qui s'exerce sur les hardeuses, de la manière dont elle équilibre vie professionnelle et vie privée. On aborde son rapport au temps, à la réussite et la manière dont elle appréhende la suite. Je suis super content d'avoir fait cet épisode et j'attends vos retours avec impatience. Pensez à vous abonner sur votre application de podcast préférée en cherchant Nouvelle École. C'est ce qui m'aide le plus. Et bonne écoute. J'ai adoré préparer cette interview. Ça sonne hyper bizarre, mais c'est pas du tout parce que j'ai regardé toutes tes vidéos, ce que j'ai fait d'ailleurs, mais c'est vraiment parce que on a plein de références en commun. Et notamment, je te parlais de Solange te parle, mais aussi j'ai entendu un moment qu'un de tes films préférés, c'était Cyrano de Bergerac. Ah mon Dieu, je meurs pour ce film. Ah ouais, Gérard. voilà. Moi, c'est vraiment le film que je cite le plus souvent. À chaque fois que je parle de Depardieu, on dit ouais, Depardieu. Non, Depardieu, c'est un monument. Ouais, c'est ça. Et je dis, mais vous êtes fous, quoi. Depardieu, c'est le meilleur. Il est trop fort. Et regardez Cyrano de Bergerac. Donc j'étais hyper content de ça. Et Virginie Despentes. Énorme référence pour moi et pour ce podcast d'ailleurs, parce que quand j'ai vu King Kong Theory il y a peut-être une dizaine de mois, je suis tout nouveau là-dedans. Ah oui. Et ben ça m'a mis une énorme baffe et je me suis dit mais c'est génial, j'ai jamais lu un truc comme ça. Et c'est après que j'ai commencé à m'intéresser à toutes les questions de féminisme, de choses comme ça. Et peut-être d'ailleurs ce qui m'amène un jour à inviter Anna Paulina. Donc. Et ce qui m'amène à faire l'introduction, je suis donc avec Anna Paulina. Bienvenue Anna. Merci beaucoup. Alors Anna, tu es, du coup je vais le dire en des mots, parce que tu m'as dit que tu n'aimais pas le terme de... Donc on va dire que tu es actrice de X. Est-ce que c'est ça qu'on dit ? Hardeuse ? Hardeuse. Tu dis hardeuse, ok. Ouais, j'aime bien. Et tu es actrice, mais tu es aussi un peu réalisatrice. Un peu, oui. Et même tu as scénarisé certains des films que tu as réalisés. Tout à fait. Et, tu as été, pour faire un bref résumé de carrière, tu as commencé le X vers 2011, je crois. Disons... Alors, j'ai pas les dates, mais j'ai peut-être fait mes premiers tournages en 2010, peut-être même 2009, mais c'était juste des premiers pas. C'était pas, il y avait aucune vocation derrière. Donc ouais, 2011, on va dire. Et tu as été ensuite l'égérie Dorcel. Oui. À partir de 2011, un truc comme ça. Tout à fait. Et donc après, tu as tourné dans plein de films et tu es aujourd'hui sur Nouvelle École. Et je suis très content de t'accueillir. Voilà. Alors, j'écris aussi des petites chroniques. Vas-y. Non, mais j'écris aussi des chroniques. J'ai participé au lancement de Dorcel L. J'ai une émission sur WeFM. J'ai bossé chez Wild. J'ai fait un peu de relations presse. Donc, je suis également showgirl et webcam girl. Donc, ouais, je fais d'autres activités mêlées. Mais t'es ultra entrepreneuse, en fait. T'as plein de projets, quoi. Ouais, c'est surtout que j'aime bien prendre tout ce qui passe, c'est le principe. Comme ça, je m'emmerde pas trop. Et donc, tu me parlais, en fait, je t'ai coupé pour faire cette introduction d'épisode. Tu me parlais du terme de hardeuse et de Virginie Despentes. Je parlais du terme de réussite. Hardeuse, c'était avant. Je suis endormi. Donc, tu me parlais du terme de réussite et de Virginie Despentes. Et en plus, ça tombe bien parce que c'est un peu comme ça que je voulais commencer cet entretien. En fait, j'ai donc vu que tu aimais beaucoup Virginie Despentes et que King Kong Theory, c'est une lecture qui t'avait beaucoup influencé. Et justement, je voulais te demander pourquoi c'était une lecture qui t'avait marqué en fait quand tu l'as découverte. Dans un premier temps, je crois que j'ai lu King Kong Theory quand je devais avoir 17, peut-être 18 ans ou 19 maximum, mais c'était avant de faire mes premières scènes. À l'époque, j'avais déjà vu Baise-moi, le film, donc co-réalisé avec Coralie Trinity, et j'avais trouvé que c'était un petit bijou punk. C'est-à-dire que ce qui m'avait intéressé, c'était pas tant le sexe filmé explicite, mais c'était cette manière de mettre en scène, de mettre en lumière des personnalités féminines aussi fortes
qui casse complètement les codes, parce que c'est vrai que dans le cinéma traditionnel, lorsqu'on voit des nanas péter la gueule aux mecs, c'est toujours justifié par quelque chose de sexy. Je pense toujours au truc à la Lara Croft, quoi. Où bon, ok, tu peux être forte, mais il faut que tu sois bonne. Et pour une fois, on était complètement dans autre chose, et finalement, les nanas s'attribuaient les codes de la masculinité classique. Ça m'avait déjà beaucoup touchée. En parallèle, il m'était arrivé, je regardais beaucoup Paris Dernière, de voir les interviews des actrices pour adultes. Et j'adorais cette séquence. Je trouvais qu'elles avaient un côté ultra punk, ultra frais, un peu dark, mais dans le bon sens du terme, enfin, qui me faisait beaucoup plus rêver que toutes les mannequins et chanteuses aseptisées qu'on pouvait voir. Déjà jeune, ça t'intéressait plus? Ouais, déjà jeune, en fait, le milieu du charme en règle générale, l'image de la prostituée, l'image sinon de nanas comme Courtney Love, ça m'a toujours énormément inspiré, en fait, des meufs qui sortent du droit chemin. Ça m'a toujours fascinée. Et ensuite, donc, je tombe sur ce livre. Je me dis, waouh, mais c'est une autre manière de voir les choses. Premièrement, dès le départ, sa manière d'aborder le viol, elle est exceptionnelle, parce que en gros, elle reprend, parce que là, il y aura pas de coupe de ce que je dis. Elle reprend les propos d'une féministe qui explique que dans les universités américaines, les filles n'avaient pas le droit de sortir sur le campus le soir après une certaine heure pour leur propre protection, pour ne pas se faire violer. Et en fait, cette nana avait en gros permis à des pentes de comprendre que les filles ont dit laissez-nous le droit de nous faire violer. Ça ne veut pas dire violons-nous, mais ça veut dire que quand tu mets ton pied dans l'espace public à l'extérieur, tu prends un risque. Et en fait, c'est aussi ton choix. Et elle explique comment elle a pris ce risque, qu'elle a été dehors parce qu'elle voulait pas se faire chier chez elle, clairement. Et je trouve ça super intéressant comme manière de voir la chose, en fait. Toi, tu te faisais chier chez toi ou pas? Non, pas du tout, c'est pas ça. Non, mais parce que je veux surtout pas déformer ce qu'elle dit, mais maintenant, je pars de ce principe-là. C'est-à-dire qu'en tant que femme, et très tôt, quand je rentrais tard, bourrée des soirées, des trucs jeunes, j'avais peur. Évidemment, il y a toujours cette petite peur un peu con. Et très vite, dès que j'ai lu ce bouquin, je me suis dit, ok, mais en fait, c'est parce que j'ai passé une bonne soirée, enfin, bonne ou mauvaise, mais parce que j'ai vécu quelque chose plutôt que de rester devant la télé. Et voilà, donc j'ai appris à mieux contrôler ma peur. Donc il y a eu ça, il y a eu la manière de voir qu'est-ce que ça voulait être une femme, enfin qu'est-ce que ça voulait dire être une femme. J'ai compris aussi à quel point on était parasité par la presse féminine. La presse féminine, tu étais beaucoup en contact avec, toi? Chez toi, il y avait la presse féminine ou Ma mère n'était pas du tout une lectrice de presse féminine. Enfin, j'ai eu une bonne éducation à ce niveau-là. On n'était pas très télé, pas très magazine de merde. Mais moi, effectivement, avec mes copines, les filles que je connaissais, oui, on a toutes lu Cosmopolitan dès l'âge de 11-12 ans. Je crois que Glamour a dû sortir quand j'avais 15 ans. Et effectivement, c'était un peu une référence avec les fameux trucs débiles de et si te rappelles pas au bout de 3 jours, ou voilà comment il faut se maquiller. Et en fait, j'avais enregistré toutes ces règles d'une manière assez inconsciente. Et c'est vrai que de lire les jolies choses, de voir les jolies choses, de relire King Kong Theory, enfin, Dépente, elle est vraiment ultra importante dans ma construction. C'est pour ça que c'est compliqué. Je passe du coq à l'âne. Non, mais t'as le droit on peut passer autant du coq à l'âne qu'on veut, donc vraiment, t'en fais pas. Mais effectivement, pour moi, ça a été super important de réaliser que c'était pas ça, être une femme, en fait, et que c'était pas ce qu'on m'avait toujours inculqué, ce qu'on m'avait toujours appris à faire. Et effectivement, faire du porno, comme pour reparaphraser Despentes, c'est le meilleur moyen de s'affranchir, en fait, de tous les codes qu'on a assimilés de manière plus ou moins consciente. Tu veux dire que en fait, qu'est-ce qui t'a amené vers ce bouquin? On te l'a offert ou t'es allé chercher ce genre de... Alors, c'est là où j'ai un problème de mémoire. Je sais que j'ai vu Baise-moi. Je sais que c'est le premier truc. Je sais que je l'ai lu avant de lire King Kong Theory. Non, j'ai vu... parce que j'avais acheté le DVD à côté des Halles, il y avait un endroit. Ensuite, j'ai lu le bouquin. Après, je ne sais plus comment je suis arrivée sur King Kong Theory, mais je l'ai acheté de moi-même. Et si, j'avais vu le film Les Jolies Choses, et j'avais aussi lu Les Jolies Choses avant. Donc s'il y avait déjà eu Baise-moi et Les Jolies Choses, et King Kong Theory, ça a été l'explosion. Et à ce moment-là, est-ce que tu en as parlé, par exemple, je sais pas, à tes parents, ou de toute cette nouvelle... vague d'idées, en fait? Alors, mes parents, non. Mais en revanche, non, mais si, en fait, j'avais 18 ans, là, je commençais à me situer. Et à ce moment-là, je vivais en coloc avec des potes.
super ouvert d'esprit. Et justement, enfin, ce coïncidence, comme quoi tout ça m'a amené vers le X. La nana avec qui je vivais, elle était super intéressée par le milieu du X en règle générale, par la pornographie, c'est-à-dire qu'elle regardait vraiment du porno. Son mec était en train de lire la biographie de Coralie Trinity et il m'a dit bah tiens, je te la passe. Et donc effectivement, j'ai lu la biographie de Coralie Trinity. Donc en fait, il y a eu le fait que j'étais dans un univers où c'était pas quelque chose de mauvais. Où en fait, faire du X, ça voulait dire être punk, ça voulait dire être libre, ça voulait dire plein de choses en fait plutôt positives pour la femme et pour l'être humain en règle générale. C'était une période où toi tu étais étudiante, c'est ça? Ouais, j'étais. Et à ce moment-là, il m'a semblé lire ou entendre que tu tâtonnais un peu, tu changeais un peu t'as fait du droit, je crois, t'as fait un peu les cours Florent, un peu le cours Simon aussi peut-être, non? J'ai fait le cours Simon quand j'étais au lycée. Mais bon, j'ai passé plus de temps à fumer des clopes dans les escaliers avant qu'il y ait l'interdiction, comme quoi je suis vieille. C'était pas encore interdit de fumer dans les lieux communs. Ensuite, je suis partie en fac de droit. Ça a été une connerie monumentale parce que je n'y étais pas du tout préparée. C'était un peu le truc, bon, t'as fait L, tu veux pas rater ta vie, va en droit. Et C'est qui est-ce qui te disait ça? je pense que c'est un petit. Je sais pas, peut-être que ça a changé depuis, mais pour moi, c'était un petit peu le discours ambiant. Quand j'étais en terminale, au moment de faire les choix, ou bien tu faisais une école d'art, ou tu essayais de faire quelque chose qui avait un rapport avec l'art, ou bien tu faisais une prépa, ou bien tu allais faire du droit. Enfin, il n'y avait pas 50 000 ou un truc de langue, mais bon. Et avec le recul, qu'est-ce que tu penses qu'on aurait dû te dire plutôt? Sincèrement, mais je trouve que c'est pas évident cette manière qu'on doit choisir notre avenir très tôt. On n'a pas le temps de voir pourquoi on est fait, pour quelles sont nos capacités, quelles sont les choses qui pourront peut-être nous rendre un peu heureux, parce que pourquoi pas rendre les gens heureux, c'est pas si con. Et c'est vrai qu'avec le recul, j'aurais peut-être bien voulu, moi je voulais faire du social. J'aurais bien voulu ne pas avoir ce discours de petit bourgeois de mais tu vas pas faire une école de travail social, t'as fait t'es très bon élève, etc., etc. Et ce discours de merde, j'aurais préféré ne pas l'entendre. Ça, ça venait de l'éducation que t'avais? Ouais, ça venait pas spécialement que de mes ça venait un peu de tout le monde autour de moi parce que l'une de mes amies qui elle a fait le même parcours, qui a suivi une formation d'assistante sociale, eh bien aujourd'hui je crois qu'elle est cadre social ou je sais pas quoi, elle a pu continuer plein d'études en parallèle, elle a été diplômée à 21 ans. Je trouve ça génial, enfin personnellement. Et du coup, est-ce que aller vers le X, c'était un peu comment dire, la décision la plus antagoniste que tu pouvais prendre par rapport à cette éducation ou Non, pas du tout, parce qu'à côté de ça, j'ai été élevée dans un truc au contraire très libre. C'est-à-dire que avec ma mère, on parlait pas de sexualité plus par pudeur, parce que ma mère est une personne très pudique, mais elle m'a toujours laissé la liberté de sortir. J'ai jamais été une enfant à problème. Enfin, j'ai eu beaucoup de liberté, donc elle m'a jamais pris. Enfin, elle m'a toujours laissé m'habiller comme je voulais, me maquiller. Mon beau-père m'a beaucoup initié à l'art, à plein de choses assez chouettes. Il était plutôt un peu hippie dans sa tête, donc j'ai pas eu d'éducation où je me suis pas sentie du tout en cage. Attends, c'est vraiment une envie, quoi. Oui, ça a été vraiment une envie et peut-être que effectivement je me rendais pas compte de la violence des gens. Peut-être que moi j'avais beaucoup de respect pour les nanas qui font du X. Sincèrement, je trouvais ça chouette. Tu veux dire la violence des gens à l'égard des personnes qui entrent dans cette industrie? Oui, tout à fait. Mais justement, dépendre dans King Kong Theory le dit très bien. C'est-à-dire que le vrai problème du X, c'est l'agressivité avec laquelle on traite les hardeuses et aussi les contraintes administratives auxquelles on n'est pas du tout préparé. C'est quoi les... Moi, donc je connais pas très bien la question. C'est quoi les contraintes administratives, par exemple? Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, nous n'avons pas d'association pour les actrices X. Donc, en fait, se pose le problème administratif. Donc, quel est ton statut? Nous ne sommes pas intermittentes. Ensuite, comment déclarer ses impôts? Comment faire tout ça? C'est pas évident. On nous l'explique pas. On n'a pas de fiche de paye. Moi, j'en ai eu parce que j'avais été gérée chez Marc Dorcel. Oui, donc là-bas, tu étais en CDD, c'est ça? Exactement, mais Okay. C'était vraiment une exception. En dehors de ça, on n'a pas d'accompagnement. Enfin, c'est la même chose pour louer un appartement, pour tout. Une fois de plus, j'ai eu beaucoup de chance d'être chez Dorcel et d'avoir eu de l'aide.
Mais si je l'avais pas été chez Dorsel, ça aurait été une galère pas possible. Il faut toujours se débrouiller avec des plans B, comme plein de gens. Mais bon, je considère que quand on... Est-ce que c'est parce que c'est tabou que c'est ostracisé et que du coup, il n'y a pas de... Alors, honnêtement, je ne sais pas si c'est parce que les filles font des carrières fantômes en France, souvent, hein, puisqu'on, à part quelques noms, il y a quand même beaucoup de nanas qui viennent et qui repartent au bout de 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an. Donc finalement, c'est pas si important pour elles d'avoir un réel statut. Mais c'est vrai que quand tu es comme moi et que tu passes 9 ans de ta vie dans le porn, t'y penses un petit peu. Ok, donc ouais, pas de facilité administrative du tout. Voilà, Quoi. médical aussi. C'est-à-dire qu'un réel encadrement qui va au-delà du simple... effectivement, on fait des full tests régulièrement. Donc, entre actrices, entre acteurs, on se donne des petits conseils. Mais c'est que des choses qu'on apprend sur le terrain. Tandis que s'il y avait une asso ou un truc comme ça... Aux États-Unis, c'est différent ou pas? Oui, c'est différent. C'est quand même une industrie qui est bien plus grande. Il y a une association, ça fonctionne réellement différemment. D'accord. Ok. Et donc, tu n'avais pas conscience, à ce moment-là, tu dis de la violence. Moi, je me souviens d'une histoire quand j'étais à Sciences Po Grenoble. Donc, c'était quoi, il y a peut-être 5 ou 6 ans. Il y avait une fille de ma promo qui avait commencé à faire du X. Et j'en avais entendu parler en fait, beaucoup plus tard que tout le monde, je sais pas pourquoi. Et en fait, du coup, ces vidéos avaient tourné dans l'établissement et elle avait été bien. Je crois qu'elle était vite partie de l'école. Et je ne pense pas qu'elle ait continué longtemps à faire ça. Mais ce que je m'étais dit récemment, en y pensant, c'est que elle avait peut-être fait que quelques vidéos, mais que les gens l'avaient bien. Enfin, il y avait une assez grosse persécution par rapport à ça, et qu'en fait, ça allait même. Tu sais, là, tu te parlais du fait qu'il y a des filles qui font une carrière fantôme, mais en fait, le fait d'avoir franchi le pas les marque à vite, à l'impression. Et j'écoutais en plus récemment des Ovidie dans la poudre ou je regardais certains de ces documentaires et j'avais un peu c'est marrant, ça te fait sourire. Mais j'avais un peu l'impression que c'était très difficile, ouais, justement, quoi. Une fois que tu étais rentré là-dedans, qu'il fallait y aller à fond parce que il y avait une genre d'ostracisation ensuite. Alors oui, je suis d'accord. Après, en revanche, je pense que quoi qu'il arrive, le X, faut y aller à fond si on en a envie, quelles que soient les conséquences. Si on n'en a pas envie, il ne faut pas. C'est-à-dire que c'est pas un métier. Je pense qu'il ne faut pas se dire, ok, je suis rentrée dedans, ça va me suivre pour toujours. Donc tant qu'à faire, je vais y rester coûte que coûte, parce que c'est pas du tout un métier évident et il faut l'aimer. Si il y a des filles, ça leur convient pas, et il faut surtout pas continuer. Faut pas se faire violence dans ce genre de métier. Et toi, quand tu as commencé, du coup, t'as commencé, j'imagine, un peu doucement. Je crois que tu as fait quelques shows un peu érotiques et tu as commencé à faire des photos de charme, des choses comme ça avant de faire ton premier tournage. Et dans Nouvelle École, c'est marrant parce qu'on parle souvent de la peur de commencer, tu sais, la peur de lancer un projet ou la peur de se lancer à fond dans un truc. Et je me dis, ouais, ok, ça fait peur de lancer un projet, mais ça doit faire encore plus peur de se lancer dans le X, non? Parce que justement, il y a ça porte tous ces trucs-là. Alors, je t'assure que pas du tout. Non, mais c'est ce qui est incroyable. Après, comme je dis, me pointer sur un tournage porno quand j'avais 19 ans, c'était quelque chose de... C'était un mélange de culot, d'audace, d'inconscience. C'était un mélange de tout ça. Et finalement, j'ai découvert un milieu tout de suite, dès les premiers pas, un milieu extrêmement sain dans lequel je me suis sentie très, très bien. Vraiment, ça a été une... Qu'est-ce que tu appelles extrêmement sain? Eh bien, premièrement, en tant que femme, j'avais toujours appris à être complexée. Donc, à trouver mes seins trop petits, à me trouver trop grosse, mes cheveux pas assez longs. Bon, tu vois, plein de conneries de nana qu'on nous fout dans la gueule du matin au soir. Qui venait justement des magazines, Oui, des choses comme ça. Ah oui, ça venait clairement de ces magazines qui te sortent régime sur régime sur régime tout le temps, enfin, et qui à côté, enfin, j'ai une haine horrible vis-à-vis de la presse féminine, quoi. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Et pour la première fois que je me suis retrouvée sur un tournage X, j'ai eu un acteur adorable. Il y a eu un espèce de jeu de séduction, même si ça a duré que quelques heures. C'était génial. Loin des mecs un peu cons que je pouvais rencontrer dans la vie de tous les jours. Au contraire, un mec gentil, doux. Je me suis sentie à l'écoute. J'ai eu un réalisateur extrêmement sensible. Je me suis déshabillée, mais s'il y avait rien de malsain, au contraire, mon corps je pouvais le sexualiser. Il m'appartenait. Et pour être sexualisé, il n'avait pas besoin d'être parfait, il n'avait pas besoin d'être conforme à toutes ces normes, et il pouvait être beau comme il était, en fait. Et je pouvais être heureuse nue. Dès le départ, ça t'a plu?
Ah oui, ça vraiment, ça a été ma première scène. C'est comme ça que je l'ai ressenti et c'est pour ça que j'ai eu énormément d'affection pour cet univers. Mais je n'étais pas forcément, mais je voulais pas, enfin, sincèrement, je ne voulais pas faire carrière. Je me suis pas dit, je veux être une star du X. Enfin, pour moi, c'était juste une blague. C'est la raison pour laquelle j'ai continué 3-4 tournages. Ensuite, j'ai complètement arrêté. J'ai changé d'études et j'avais gardé ça en espèce de petit boulot de temps en temps. Et je me sentais un peu comme Superman. J'avais l'impression d'avoir un secret. Et ouais, à ce moment-là, justement, c'était ton secret, tu l'avais pas dit ou Non, 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 j'en avais parlé à mes amis proches, évidemment. Mais c'est tout. Ils avaient dit quoi du coup? Bah, c'est compliqué parce que même mes amis que j'ai beau les aimer, les adorer, ils ont pas une bonne image du porno. C'est-à-dire que, en fait, je crois que tant qu'on l'a pas vécu de l'intérieur, c'est très compliqué. La plupart des gens pensent tout de même que c'est avilissant pour la femme. La plupart de mes amis pensent que je mérite mieux. Et Ils te disent ça, par exemple? Ah oui, mais ça m'agace, mais je m'y suis faite. Enfin, c'est que je pars du principe que j'aime les gens comme ils sont et ils m'aiment comme je suis, mais on n'est pas du tout d'accord. C'est-à-dire que quand mon meilleur ami me dit, bah, malgré ce que tu le fais de manière très chic, et puis là, tu as été très classe, et puis tu as quand même réussi à faire carrière, mais c'est en disant, bon, en gros, C'est voilà, un compliment tu vends de la déguisé drogue, un peu. mais, oui, mais je sais que c'est pas mal intentionné de sa part. Non, non. Mais pour lui, ça reste, oui, tu fais du porno, quoi. Ça, c'était pas difficile au début, justement, quand tu as commencé de. On parle aussi souvent sur ce podcast de la résistance aux critiques. Et là, c'est intéressant ce que tu dis quand tu dis je prends les gens comme ils sont et je sais qu'ils sont bien intentionnés parce que du coup, j'ai l'impression que tu as dû développer une vraie carapace, quoi, une vraie manière de recevoir ça et de pas de pas te frustrer quoi, de ces critiques. Alors, la résistance aux critiques, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les premières critiques. Donc, quand tu sors de l'adolescence, peu importe, enfin, déjà, ça fait écho à l'enfance, ça fait écho aux profs, ça fait écho à plein de choses, les critiques. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Ensuite, il y a eu les critiques quand j'ai commencé quand j'ai décidé que le X devenait ma vie, devenait ma carrière. Donc, il y a eu une deuxième étape, en fait. Ouais, et comment à quel moment tu as décidé? C'est quoi la. Alors, ça s'est décidé peut-être parce que c'était une période de ma vie qui était intéressante mais un peu compliquée. J'étais en école d'assistante sociale. J'étais très très heureuse. Ça me convenait très très bien. Je voulais vraiment faire ça. Ce que tu voulais faire en plus depuis un petit moment. Oui, Quoi. vraiment quelque chose qui m'intéressait. Je me sentais très bien dans mes pompes. Je me sentais très à l'aise vis-à-vis des cours, vis-à-vis de tout. J'étais en stage, un stage passionnant. Donc, qui se passait super bien. Sauf que j'avais 1 semaine ou 2 semaines de vacances. J'ai fait un tournage, puis 2 tournages, puis 3 tournages. Et en fait, je suis jamais retournée en cours, tout simplement. Ouais, mais c'est pour ça. Pourquoi tu dis que c'était une période compliquée? Mais là, ça a pas été une décision. Enfin, à ce moment-là, c'était plus, je me suis laissée porter. Je suis une personne très, je réfléchis pas souvent avant. Enfin, avant, je réfléchissais pas énormément avant d'agir. Et c'était tout simplement, j'ai fait un tournage, c'était génial. Pourquoi ne pas aller sur un autre? Ah, et puis on va partir à Courchevel. Ah, mais c'est cool, les gens sont adorables. Donc j'ai vécu ces quelques mois. C'était oh merde, je suis désolée, j'ai pas coupé mon téléphone. Ah, c'est pas grave, on peut l'éteindre. C'est pas grave. Et, On disait. Donc en fait, non, ça a été vraiment. Enfin, ces mois-là dans le porno ont été parmi, c'était peut-être l'une des plus belles périodes de ma vie. Parce que d'un côté, je savais pas trop où je voulais aller, ce que je voulais faire. Je savais pas si. Avec mon copain, ça se passait pas de ouf, mais c'était pas grave. J'étais amoureuse d'un mec qui s'en fichait royalement de moi. Mais à côté de ça. Donc ton copain s'en fichait de toi? Non, pas mon copain, c'était un autre mec. Ah ouais, bon, tout ça, on s'en fout, c'est trop Non, compliqué. c'est intéressant. Hein. Mais effectivement, il y a eu le X qui m'a libérée de tout. Enfin, il y a vraiment eu ces tournages. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, il y avait encore beaucoup de tournages en France et qu'il y avait une espèce d'ambiance de colo. Donc, tu venais sur un tournage, tu étais en campagne pendant 3 jours, tu rigolais, tu flirtais, tu racontais ta vie, tu avais des gens de tous les âges qui venaient de plein de milieux. C'était franchement extrêmement enrichissant et c'était une espèce de bulle de bonheur, quoi, clairement. Tu as un peu trouvé ta tribu dans un sens, c'est ça? Exactement. C'est intéressant que tu utilises le mot libération, c'est ce que j'ai failli te dire tout à l'heure, mais je crois que je suis parti sur autre chose. Mais quand on parle, j'ai vraiment le sentiment d'une libération, justement. Genre que t'es sorti d'un truc un peu chiant et oppressant pour arriver dans un endroit qui était plus cool, finalement. Mais complètement, ça a vraiment été ça, hein, finalement, mes débuts, mes vrais débuts, mes 6 mois dans le X, il y avait... J'ai quasiment aucun mauvais souvenir, à part peut-être le premier régime que je me suis infligé, qui s'est avéré violent. Régime alimentaire? Ouais.
Donc, Et, donc, tu disais tout à l'heure que dans le X, il y avait non, plus ces codes-là. en fait, si tu veux, quand tu commences dans le X, en tant qu'amatrice, tu peux venir, enfin, venez comme vous êtes, quoi, c'est McDonald's. Puis ensuite, il y a le moment où, bon, tu commences à te dire, OK, bon, bah, telle prod s'intéresse à moi, et puis il y a une autre prod qui s'intéresse à moi. OK, bon, bah, je vais aller faire des UV. OK, bon, bah, là, je vais aller faire mes ongles, je vais un peu les changer. Bon, je vais voir ce que je fais avec mes cheveux. Et petit à petit, t'es obligé, même si dans le X, il y a quand même plus de différences de corps, c'est-à-dire qu'il y a des filles rondes, il y a des filles fines, il y en a beaucoup plus qu'au cinéma ou que comment on appelle ça, ou que, enfin, dans les médias en règle générale. Mais il faut quand même, il y a quand même une norme. C'est-à-dire que tu peux être ronde si t'as un gros cul et des gros seins. Enfin, faut être honnête, il y a quand même, tout est normé. Donc, à un moment, t'es devenu un peu genre professionnel et t'as commencé à te dire, OK, comment je fais pour être performante ou pour. Tout à fait. Et il y ça. a eu le moment où, ouais, c'est devenu un métier. Où Et c'était plus juste de l'amusement. C'était plus un loisir rémunéré, c'est devenu un taf. ça a duré combien de temps, la période où ça avait justement l'air d'un loisir rémunéré? 6 mois. 6 mois. 6 mois. C'est marrant, c'est un peu la durée des lunes de miel dans les couples. J'allais un dire, peu dans aussi. une relation, c'est les 6 mois où t'es trop heureux, t'es Ouais, trop ouais. bien avant que t'aies. Ouais, moi, c'est ma dernière relation, c'est 6 mois et après, tout est parti en couille. Bah, moi, normalement, dans mes relations amoureuses, c'est 3 mois. Donc, déjà, t'as Ah, la bah, chance voilà. d'avoir le droit aux 6 mois. Franchement, le jour où j'arrive à ça. Et il y a un moment, du coup, tu t'es dit, OK, maintenant, je suis une actrice professionnelle. Bah, en fait, ça s'est fait parce que, le mois de. Peu de temps, enfin, en fait, j'avais le choix de retourner à l'école à la rentrée ou pas. J'ai eu envie de me faire refaire la poitrine, pas du tout pour le X parce qu'au contraire on me l'a déconseillé. Je suis arrivée à une période où on prenait déjà le naturel, donc il y a eu aucune à ce niveau-là, on m'a jamais emmerdée. Mais j'avais envie de le faire pour moi parce que ça me faisait plaisir. Je voulais avoir des seins plus gros et puis basta. Faut pas chercher, je cherche absolument pas à l'intellectualiser le truc. Donc je refais ma poitrine et à la rentrée et puis je pars à Budapest, qui a été à l'époque encore la capitale du X européen pour un sujet photo et pour ma première couverture de magazine. Et là je vois que c'est quand même plus pro. Que bon, je suis plus dans l'amusement, ça prend du temps. Je commence tout d'un coup là à nouveau à complexer, à me trouver pas assez bien. Et là je me dis vraiment OK, bon, là je suis dans un cadre de travail où en gros c'est mon image que je vends. Et ensuite, j'ai signé un contrat chez Marc Dorcel, donc qui s'est avéré. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance que j'ai eu une attachée de presse qui s'est occupée de moi, que j'aime beaucoup, Adeline Enfray. J'aime bien la citer parce que je trouve que ça c'est bien Adeline Enfray, mais qui a été vraiment super. Et ça a été franchement l'une de mes grandes chances. J'ai été bien entourée. Donc ça, pour toi, c'est de la chance, le fait qu'il y ait eu Dorcel et que tu sois devenu. Je sais pas si c'est de la chance. Parce que j'allais te poser cette question. Comment est-ce qu'on fait pour. Parce ça a l'air d'être un milieu quand même très concurrentiel. Comment est-ce qu'on fait pour se démarquer, justement, pour avoir ce genre d'opportunité et pour ne pas être tout le temps dans une sorte de concurrence démentielle dont tu te sors pas, tu sais? Tu sais, sincèrement, on parle souvent de concurrence. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de concurrence dans le X. Il y a de la concurrence dans le cinéma traditionnel, qui est énorme. Il y a de la concurrence dans le mannequinat. Dans le X, il y a peut-être des fausses jalousies qui n'ont pas lieu d'être, mais il n'y a pas de concurrence. On n'est pas assez nombreuses. Alors pourquoi? Ah, ok. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Il y a Non, mais plein c'est de hyper nanas qui intéressant, vont te mais ton dire point de qu'il y a vue est. concurrence. Non, pour moi. C'est sûr que ton point de vue est plus pertinent que le mien sur la question. Non, mais c'est-à-dire que je pense clairement que à mes yeux, les nanas qui parlent de concurrence, elles confondent avec jalousie. Donc la jalousie primaire existe. En revanche, je pense que c'est quand même un milieu où on est même s'il y a beaucoup moins de prod qu'avant, c'est un milieu où on est quand même relativement libre. Il y a quand même plein de prods qui recherchent énormément de profils différents parce que le consommateur, ce qu'il veut aujourd'hui, il y a des mecs qui veulent des blondes aux petits seins qui font de l'anal, d'autres qui vont vouloir des filles rondes milf qui font. Enfin, c'est-à-dire qu'on veut vraiment des profils différents. Donc, je comprends pas comment une blonde à petits seins peut faire de la concurrence à une brune à gros seins ou comment. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce que, par exemple, j'ai l'impression qu'il y a peu de boîtes de prod et que, genre, en France, par exemple, qu'il y a Dorcel et il y a une personne qui va être, par exemple, l'égérie Dorcel, tu vois. Et du coup, c'est là que je dis, est-ce qu'il n'y a pas un peu de la concurrence pour avoir des places où tu es mise en avant, où justement tu as le contrat un peu plus sécurisé de CDD ou ce genre de choses, tu vois? Alors, sincèrement, je ne sais pas parce qu'à cette période-là, je n'ai pas fréquenté les gens du X. J'ai fréquenté les gens de chez Dorcel. Et donc, à l'époque, Dorcel travaillait énormément avec les actrices étrangères. Donc, moi, j'ai fréquenté réellement les actrices de l'Est et les gens du milieu. Je n'ai pas fréquenté les actrices porno françaises du moment. D'accord. Donc, forcément, j'ai peut-être été un peu protégée de ça aussi. Donc, je l'ai peut-être pas vécu et tant mieux.
Ok, d'accord. Et du coup, quand tu as commencé à te professionnaliser, qu'est-ce que tu as changé à ta manière d'aborder les choses? Eh bien, beaucoup de choses. Dans un premier temps, il y a eu l'arrivée des réseaux sociaux. Parce que j'avais même pas de Facebook quand j'ai fait mes premiers tournages. Ok. Donc, tu as l'arrivée des réseaux sociaux où tout d'un coup, et ça, je pense que c'est un truc qui est déterminant dans une carrière. Aujourd'hui, quelle que soit, enfin, que tu sois actrice de cul, que tu sois star de télé-réalité ou chanteuse, les réseaux sociaux, ça a complètement modifié les comportements des gens. Et tout d'un coup, tu te retrouves avec des gens qui vont t'aimer. Donc, qui vont te dire que t'es super belle, que t'as l'air gentille, que t'as l'air douce. Des gens qui vont te dire que t'es refaite, qui vont te trouver des défauts que tu te connaissais même pas physiquement, qui vont ensuite te critiquer sur toi, sur ce que tu es personnellement, sur ta famille. Donc, tout d'un coup, tu te retrouves un petit peu dans une espèce de cage au lion, quoi. Clairement. Alors, tu essaies de te protéger. En même temps, tu essaies de plaire à la boîte avec qui tu bosses, puisque moi, j'ai toujours aimé Dorsal. Je voulais aussi leur faire plaisir au-delà du côté juste être pro. Je voulais qu'ils soient contents de leur égérie. Donc, tu apprends à faire attention à ce que tu dis, à essayer de renvoyer une image positive du X, à ne jamais te montrer agressive. Moi, j'ai à faire un peu la Miss France, quoi. Mais c'est marrant, c'était pas un peu l'inverse de ce que tu étais venu chercher à un moment? Hum, Alors si, c'est là où c'est assez particulier, c'est paradoxal, c'est que d'un côté, j'étais venue chercher une grande liberté et finalement comment dire, pour avoir un côté légitime dans ma démarche, j'ai essayé de renvoyer une image peut-être un peu trop lisse par rapport à ce que j'étais, mais d'un autre côté, c'était aussi renvoyer une image positive. C'était aussi, il y a plein de choses sur lesquelles j'étais honnête. C'est clair que les tenues porno chic, c'est pas mon plus grand délire, mais au-delà de ça, sur le fait qu'on peut faire du beau porno, sur le fait que les femmes ne sont pas souillées dans le X, tout ça, je l'ai toujours pensé. Ouais, tu dis Euh, notamment que dans le porno, c'est la femme qui décide. Tout à fait, c'est la femme qui décide. Tout le monde est à l'écoute de la femme. Les nanas sont quand même protégées, en tout cas dans les bonnes prods. Et puis, ça m'a aussi permis de dire aux gens, écoutez, là, je fais du X, je suis pas une pauvre fille qui vient de la rue. Je sais lire, je sais écrire. Enfin, c'est un choix aussi. C'est un choix, c'est le choix de pas bosser dans une boîte du matin au soir. Mhm. C'est le choix de voyager, de faire des rencontres. Parce que le X, c'est pas que du cul, en fait. Et c'est à ce moment-là, du coup, que tu es devenu un peu, enfin, que tu t'es vraiment professionnalisé. Et tu sais, tout à l'heure, on parlait des critiques et notamment de comment gérer l'entourage. Il y a eu un changement à ce moment-là ou pas? Alors c'est là où il faudrait que je te le fasse en très rapide parce qu'il y a eu beaucoup d'étapes, comme j'ai passé beaucoup d'années dans ce milieu, mais il y a eu donc ce premier moment où il y a eu les réseaux sociaux, il y a eu l'image, mais il faut savoir que j'avais 21 ans, 22 ans, donc je pouvais être très sensible. Ensuite, il y a eu l'amour qui arrive au moment, à la fin de mon contrat, mais le grand amour, genre celui qui te déchire la gueule et tout. Donc ça, c'est pareil, ça a été une chance parce que du coup, je m'en fichais royalement du X, je me fichais de ce qu'on pouvait penser de moi. Et puis après, il y a un retour. Grâce à l'amour, tu t'en fichais de ce qu'on pouvait penser de toi, c'est Ah ça? oui, non, clairement. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'être chez Dorsal pendant 2 ans. Et à la fin de mon contrat, je tombe, enfin, d'ailleurs, sur un tournage, sur un mec et on tombe fou amoureux. Que demande le peuple? Enfin, vie assez chouette, quoi. Et donc, je me mets un peu en retrait pendant 1 an et demi, 2 ans, parce que c'était ma manière aussi d'être libre, enfin, dans ma vie d'adulte. Mais dès que j'ai rompu avec le mec, la première chose que j'ai fait, c'est de retourner sur les tournages. Et une fois de plus, c'est un plaisir parce que là, il y avait le côté pro, mais il y avait aussi le côté pro qui connaît le métier avec la liberté de l'expérience. Et c'est là que j'ai passé mes meilleurs moments dans le X, finalement. Ok. Est-ce ce que je te demandais, en fait, c'était plus. Désolée, je parle beaucoup. Non, mais c'est très bien. Il y a tellement d'étapes. On est sur un podcast, mais justement, moi, je pense, on n'est pas obligé de brûler les étapes, hein. Mais ce que je te demandais, justement, c'était plus. À un moment, tu t'es professionnalisé, enfin, tu as choisi de travailler dans le X vraiment, au début de Dorsel, etc., j'imagine. Et c'était plus à ce moment-là, est-ce qu'il y a eu vraiment un changement d'attitude des gens qui étaient autour de toi ou de ta famille par rapport à ça? Ou pas finalement? Ou est-ce qu'ils s'étaient habitués? Est-ce qu'ils avaient accepté? Parce que tout à l'heure, tu me disais que les gens proches de toi, même tes amis, acceptaient pas forcément ça, tu vois. Alors, c'est pas qu'ils n'acceptent pas, c'est pour ça que je fais la nuance. De tout mon entourage, il n'y a qu'une personne qui m'a envoyé un message, ma meilleure amie d'enfance, en me disant, écoute, je ne peux pas respecter ce que tu fais, je ne peux donc pas te respecter, blablabla. Enfin bon, elle m'a envoyé ça par texto de rupture.
Donc il y a eu cette personne-là, mais finalement je ne regrette pas du tout. Mm. Et d'ailleurs ça a été la première. Ça en dit un peu plus sur elle que sur toi dans un Oui, sens. exactement. Et surtout que ça a été très paradoxal parce que quand elle a vu que je fréquentais certaines personnes, elle a été la première à me recontacter via mon Facebook perso pour qu'on aille boire un café. Donc en fait, le porno du début, bah, c'est dérangeant parce qu'elle fait du porno, mais le porno, à partir du moment où tu es un peu en contrat d'exclus et que tu deviens un truc un peu intéressant, moi là, on va faire une exception. D'accord. Mais sinon, non, ils ont... Franchement, ça s'est plutôt bien passé quand même, mes débuts. Et j'avais quand même des gens j'avais beaucoup d'amour autour de moi, donc c'était plutôt chouette. Est-ce qu'il y a un moment où parce que là, récemment, tu as moins tourné, non? Alors là, ça va faire plus de 2 ans que je n'ai pas tourné. Et qu'est-ce que tu fais quand tu tournes pas? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réalisé mon film, donc ça m'a pris mais un autre film, donc un budget Canal. Ce qui m'a pris beaucoup de temps entre le scénar, la réécriture, l'actrice qui plante, les trucs de décor. Enfin, ça a dû prendre 6 mois. C'est un truc que tu voulais faire depuis longtemps, réaliser? Oui, de toute façon, moi, j'aime bien la réa. J'avais déjà eu l'occasion de le faire avant. Mais là, c'était un scénarisé, donc j'étais très contente de le faire. Je me suis beaucoup investie là-dedans. À côté de ça, moi, je suis aussi showgirl en boîte de nuit, donc je fais des shows. Et c'est marrant, ça. Je fais ça en province. J'ai également travaillé donc chez Wild en tant qu'animatrice radio. J'ai écrit des chroniques donc pour Wild, le magazine. Voilà, donc j'ai continué à faire mes petits trucs. Est-ce que c'est un domaine où pour dans un sens réussir, on parlera d'ailleurs de cette notion, il faut se diversifier? Je pense que, en fait, tout dépend de ce qu'on entend par réussite. Est-ce qu'il s'agit de réussite monétaire? S'il s'agit de réussite monétaire, j'ai envie de vous dire, ne faites pas de porno. Ou bien faites un film et allez faire l'escorte. Enfin, si vous voulez faire que de l'argent. C'est une question qu'on se pose souvent d'ailleurs. On se demande si les filles qui font du porno gagnent beaucoup d'argent ou. Alors, sincèrement, je pense que c'est très rentable pour certaines filles de l'Est. Qui à côté de ça font je tiens à préciser qu'il n'y a absolument aucun jugement de valeur, je suis du côté de toutes les travailleuses du sexe, mais une nana qui va faire quelques scènes X et qui va en profiter pour faire de l'escorte à l'étranger, oui, ça va lui permettre de gagner beaucoup d'argent, bien sûr. En revanche, le porno, non, ce n'est pas du tout un milieu qui t'enrichit, le porno en soi. D'accord. Et donc pour la notion de la réussite, c'est un truc dont on parlait en fait tout au début, avant même de commencer l'interview. Et je te demandais ce que c'était pour toi. Et tu me disais que tu y réfléchissais beaucoup. Ouais. Bah, j'ai réfléchi parce que je me demande, est-ce que la réussite, c'est de s'assurer un avenir financier et qui te permet au moins de te mettre à l'abri sur un certain point, parce que malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, avoir un toit au-dessus de la tête et avoir des sous sur son compte en banque, ça doit être important. Si c'est ça la notion de réussite, je pense que le X n'est pas le meilleur moyen de réussir. Est-ce que ça veut dire être heureux ou en tout cas faire ses propres choix en tant que comme libre et pas juste en tant que petit pantin de merde qui correspond au truc de avoir un crédit, acheter une voiture, avoir un chien, faire un enfant. Après, je sais pas, la notion de réussite, elle est propre à chacun. Vas-y, continue. Ouais. Non, mais elle est vraiment propre à chacun. Donc, c'est vrai que je pense que, sincèrement, ouais, que la réussite, c'est quand même d'être plus ou moins en accord avec ses choix. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que que tu rejetais comme ça enfin, le modèle traditionnel de réussite, en tout cas, j'ai l'impression, tu vois? Je sais pas si. Tout à l'heure, moi, je te parlais du fait que je suis incapable de travailler dans une entreprise. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression, et j'ai le sentiment que tu t'es un peu construite aussi en opposition à ce monde-là, tu vois. Et est-ce que tu sais pourquoi ou Je sais pas, peut-être que peut-être que j'ai eu trop de liberté étant adolescente. Peut-être que j'ai toujours été j'aime pas dire le mot rebelle parce que ça fait un petit peu fausse bad girl, mais honnêtement, quand je vois mes choix de vie, je pense que j'ai mérité mon statut de bad girl et je vous emmerde. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je sais pas, moi, j'ai vraiment, on m'a donné des notions ouais, de liberté, de voyage, d'expérience, d'amour, de plein de belles choses. Et c'est vrai que j'ai un peu plus du mal à me projeter dans la vie traditionnelle, ou en tout cas plus classique. Et en revanche, par moments, il m'arrive de fantasmer cette vie.
Ah, mais ça, est-ce qu'on fantasme pas toujours un peu ce qu'on n'a pas ou, Ah oui, si, c'est évidemment. le fait de choisir t'oblige à renoncer à des choses. Bien sûr, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il m'arrive de penser à des amis à moi qui ont un travail classique, qui ont donc leur fameux crédit qui finissent de payer ou pas, qui me racontent comment ils refont leur salle de bain. Ça, enfin, en fait, en même temps, tu peux faire du porno et être comme ça. Hein. C'est-à-dire que c'est là où je parle de mon cas particulièrement. Je connais des nanas qui font du X, elles s'en sortent très très bien. Elles ont des enfants, elles ont une vie tout à fait normale. Et pourquoi pas toi, du coup? Ah ouais, non, mais c'est pour ça que le problème, c'est pas le X, c'est moi. Non, mais sincèrement, hein, c'est aussi. Non, mais c'est là où je me rends quand même compte, j'observe. Et parmi les filles de ma génération qui font du X depuis longtemps, je ne dis pas qu'il n'y a aucune critique, je ne dis pas qu'il n'y a aucune ombre au tableau, mais sans citer de nom. Je connais facilement 2-3 filles qui le vivent très bien, qui vont sur les tournages de temps en temps, qui font les salons de l'érotisme, qui font des webcams, qui à côté de ça sont mamans épanouies, ont des amis. Donc non, si une fille est équilibrée à la base, le X ne va pas venir lui bousiller le cerveau. Hein. Tu penses que t'es pas équilibré? Non. Non, mais je pense que je suis assez équilibrée pour avoir des limites, ou en tout cas pour me les poser quand il faut. Mais complètement équilibré, non. Enfin, ma névrose, j'y tiens, quoi. Mais après, t'as 28 ans, c'est ça? Ouais. Donc, en fait, alors, et ça, c'est un truc qui m'a vachement intéressé en regardant notamment ton film Profession ardeuse. Parce qu'en fait, on a quasiment le même âge. Mais quand vous parlez de vous, on a toujours l'impression que vous dites que vous êtes vieille Oui. dans le documentaire. Enfin, en fait, je dis le documentaire, mais c'est un film et on est à côté documentaire. Vous avez 24 ou 25 ans et vous vous regardez et vous vous dites ah, on est des vieilles, etc. Et ouais, j'étais là, ouais, enfin, vous êtes plus jeune que moi, quoi, tu vois. Est-ce que t'as le sentiment que ça va plus vite pour toi ou que... Oui, bien sûr, mais parce que c'est pas si courant que des filles restent dans le X français. Je parle là vraiment, je vais parler de la France, je vais pas parler des États-Unis ou de l'Europe, c'est autre chose. Mais c'est pas courant que des filles restent 3, 4, 5 ans. Donc on arrive quand on a 19 ans, un truc comme ça, et par hasard, ou peu importe quelles sont les raisons, bah, certaines d'entre nous sont là 4-5 ans après. Donc effectivement, on se sent vieille, on a déjà fait le tour des productions, on a déjà voyagé, on sait ce que c'est. Donc les petites nouvelles qui arrivent, on les regarde en disant « Ok, c'est une nouvelle ». On vieillit plus vite. Et du coup, t'arrives à pas te blaser aussi de l'industrie, tu vois? Genre, si ça fait 4 ou 5 ans que t'es dans le X, est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça devient trop ton boulot, justement, dans un sens? Alors oui et non. Ça aussi, j'y ai déjà réfléchi. Et c'est vrai que comme je n'ai pas eu un parcours classique dans le sens... Et je pense que la plupart des filles n'ont pas un parcours classique dans le X. Moi, j'ai vraiment toujours... Il y a des moments où j'ai privilégié mon taf, donc le porno. Il y a des moments où j'ai privilégié ma vie amoureuse. C'est pour ça que j'ai vraiment pas hésité à pas tourner pendant, je crois, quasiment 1 an. Et ensuite, pour la deuxième année, pour ne tourner que 2 ou 3 fois avec ce mec-là. Donc, j'ai vraiment pas hésité à me laisser toute la place que je voulais. Et quand j'ai voulu à nouveau reprendre, je sortais beaucoup, beaucoup. Donc, je me suis aussi laissé ce plaisir de sortir en boîte de nuit dès que je tournais pas et de... Tes relations amoureuses, tu les trouves souvent... Désolé, j'interromps tout le temps. Tes relations amoureuses, Dès que je suis boring, tu m'interromps. Non, t'es pas du tout. C'est qu'en fait... Dès que je suis chiante. Okay, mais non, justement, parce qu'en fait, t'allais partir sur autre chose. Et je trouvais ça trop intéressant. Tes relations amoureuses, en fait, les mecs avec qui tu sors, c'est toujours des mecs qui viennent du porno? Ah, pas du tout. Pas du tout. Après, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à partir du moment où tu fais du X, t'es très vite amené à fréquenter d'autres gens du monde des médias en règle générale, et pas forcément des acteurs. Des acteurs, il n'y en a pas beaucoup, des acteurs porno. Donc, tu rencontres beaucoup, beaucoup de monde. Et effectivement, j'ai eu un copain que j'ai rencontré, donc mon ex avec qui je suis restée 2 ans, que j'ai rencontré sur un tournage. Mais c'est... Ah si, j'ai eu un caméraman aussi. Oui, bon, il y en a eu 2. Donc ça, c'est pas... je sais pas, en 9 ans, 2, c'est pas non plus énorme, quoi. D'accord. Parce que je me demandais si ça crée pas du coup une... Comment dire, ça crée pas une complication pour créer des relations amoureuses avec des gens qui seraient hors de ce monde-là, justement, parce qu'il y aurait une incompréhension de la part des gens qui sont pas dans ce monde ou dans cette industrie, tu vois? Comme tout le monde a plus ou moins l'air d'avoir un jugement sur les gens qui font du X... Est-ce que ça complique pas les choses? Alors, dans mon cas particulier, j'ai envie de dire que je suis parisienne.
J'ai 28 ans, donc même si je faisais pas du X, c'est une catastrophe. Hein, pour essayer d'avoir une relation à peu près normale Pourquoi? ou stable. Mais c'est super compliqué. On est dans une génération, on sait pas ce qu'on veut. On veut se caser, puis on veut pas. On veut s'amuser, mais pas trop. On veut pas des plans cul. Les plans cul, c'est démodé. On veut des mini-histoires d'amour, mais jusqu'à quel point? Enfin, on est tous complètement tarés. Donc déjà, sans le X, enfin... J'acquiesce. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis pas un bon exemple. Après, si tu rajoutes le X par-dessus, je te laisse imaginer. Ce qui se passe, c'est que généralement, le mec, au début, pense avoir une aventure et finalement, il s'attache. Et comme j'aime bien m'attacher, eh bien, je m'attache également. Et puis vient le stade des 3 mois, moi, c'est pas les 6. Au bout de 3 mois, le mec commence à m'envoyer de boulot à la gueule, etc., etc., etc. Et donc là, ça devient plus dur à gérer. Tu commences à t'envoyer quoi à la gueule? Mon boulot. Ah d'accord, le fait Parce que que le tu mec ne tournes. va pas, enfin, un garçon amoureux n'aura pas ni l'envie, ni le courage de dire au bout d'une semaine, écoute, ton métier me pose un problème. Parce que évidemment, au bout d'une semaine, la fille va lui répondre, écoute, si ça te dérange, au revoir. Donc il va attendre que la fille tombe amoureuse et c'est un schéma assez classique. Et à ce moment-là, il va lui mettre des bâtons dans les roues. Ouais, mais ça c'est un peu comme dans beaucoup de relations en fait. C'est que tu joues un rôle pour arriver à être avec la personne Oui. et au bout d'un moment, les vrais trucs sortent. Oui, c'est ça. Ouais, non mais je vois. Ouais. Mais à côté de ça, je tiens vraiment à rétablir une certaine vérité. Je connais pareil les mêmes filles dont je parle, qui ont des copains qui sont peut-être libertins ou ouverts d'esprit. Il y a des relations très saines qui existent. Hein. C'est peut-être pas la majorité, mais il y en a. Et comment tu as vécu, je passe encore une fois du coq à l'âne, comment tu as vécu l'émergence et surtout la montée de tout le porno gratuit, de masse, tu vois, que ce soit sur ce qu'on appelle les tubes, les YouPorn et compagnie, face en fait au porno. Tu parles comme moi. Quand je dis, moi j'adore dire les tubes, enfin YouPorn, tu kiffes et compagnie, Ouais. ça fait trop genre. Alors Je sais connais ce que l'industrie. c'est, tu vois, et en plus, C'est genre, clair. je maîtrise Ouais, le game. j'aime quoi. bien faire genre que je connais un peu les termes. C'est pour ça que je fais des recherches quand même. Faudrait pas se priver ensuite d'avoir l'air intelligent. Ouais, et comment tu as vécu ça? Puisqu'en plus, toi, t'as beaucoup travaillé avec Dorsel et chez Dorsel, qui était plus une maison de production de porno un peu plus, comment dire, plus produit, quoi. Déjà un peu plus classe, avec des histoires, avec des vrais tournages, avec des budgets. D'ailleurs, tu avais tourné dans un film qui s'appelait Inglourious Basterds, qui était un des plus gros budgets, ou si ce n'est le plus gros au moment où vous l'aviez fait. Oui. Du Cinéma X. Oui. Voilà. Et donc, comment tu as vécu la montée et l'émergence et même la domination maintenant de tout le porno gratuit, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que même des scènes de chez Dorsel se retrouvent sur les tubes gratuits. Ouais. Donc moi, quand je suis arrivée dans le X, il y avait déjà les tubes. Ça existait déjà. C'est compliqué parce que d'un côté, c'est extrêmement dommage pour l'industrie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de tournages. C'est-à-dire que les tout premiers tournages que j'ai faits pendant mes 6 mois idylliques, il y avait encore une production très active. C'est-à-dire que je tournais quasiment tous les 2 jours, j'avais un tournage. Aujourd'hui, je sais qu'en dehors de Dorsel, en France, il n'y a personne. Enfin, il doit y avoir 2-3 amas distribués par Dorsel. Donc ça, je l'ai pas vécu. Je suis arrivée chez Dorsel en contrat, donc j'ai eu de la chance. Et ensuite, j'ai un peu arrêté pendant 2 ans. Et quand j'ai repris, j'ai tourné un peu pour tout le monde. Donc, je l'ai pas mal vécu. Mais parce que j'ai eu une place privilégiée, peut-être parce que j'ai eu de la chance, enfin pour plein de raisons. Est-ce que ça prend pas il n'y a pas le risque un peu que les stars plus ou moins du X deviennent plus nécessaires s'il y a justement Pour moi, il y a plus de stars du X. Ouais, voilà, c'est un peu. Pour moi, il y a quelques noms qui sortent du lot. Bien le tien, sûr. il sort un peu du lot, par exemple, en France. Un petit peu, mais pour moi, star du X, c'est Tabata Cash. Voilà, si on parle de porn star, Tabata Cash. Tu dis ça à toute une génération, tu auras les mecs de, je sais pas, 45 ans qui vont savoir qui est Tabata Cash. Et pour moi, la définition d'une star, c'est une personne qui est connue, entre gros guillemets, par qui que ce soit, par la plupart des gens. Ouais, en France, les dernières, c'est peut-être Katsuni Et même Katsuni, on finit par l'oublier. Aujourd'hui, les gens, le seul nom qu'ils ont à la bouche, c'est Clara Morgan, mais qui est une personnalité médiatique, qui est un personnage public actif qui a fait de la musique. Voilà. Mais qui a fait des très jolis calendriers. Je te vois rigoler. Non, mais je te jure, j'ai déjà acheté un de ces calendriers. En même temps, elle a osé. Je suis désolée, moi, je trouve ça bien.
Enfin, honnêtement, Clara Morgan. Pourquoi ils sont pas bien ces calendriers? Ah si, ils sont bien. Ah d'accord. Non, mais elle a osé faire de la musique, elle a osé faire des trucs. Ouais, elle essaye de se réinventer quoi. Sincèrement, puis elle renvoie une image plutôt positive de la femme, je trouve. Ouais, ce qui n'empêche pas qu'on continue à la persécuter, notamment quand il y a eu sa grossesse. Mais oui, mais c'est ça. Pour moi, c'est dingue parce que enfin, de mon regard à moi, il y a les gens du X qui idolâtrent les filles du X qui idolâtrent Clara Morgan. Donc pour qui Clara Morgan est la plus grande star. Il y a ensuite celles qui n'aiment pas Clara Morgan parce que oui, mais c'était pas une vraie actrice, elle a pas fait assez de scènes. Alors que bon, il y a pas vraiment de rapport. Vaut mieux sortir un bon album de musique que 10 mauvais. Mais et ensuite, il y a ce que moi je vois, à savoir une nana que je ne connais pas, qui est extrêmement jolie, qui maîtrise bien la com et qui fait vraiment des beaux calendriers. Enfin, ça fait plaisir aux gens de les acheter, c'est très bien. Même des cahiers de vacances, Clara Morgan. Je lui fais sa promo, c'est cool. Et mais que les gens lui renvoient encore le porno à la gueule, 10 ans, peut-être 15 ans plus tard. Plus que ça, je crois. Ça montre quand même qu'on a un gros souci dans nos mentalités, quoi. Enfin, il y a un gros problème. Tu penses que c'est particulier, c'est pas unique du tout à la France, je sais, mais je voulais juste comparer avec. Est-ce que tu sais si c'est similaire aux États-Unis ou non, si on lâche les gens au bout d'un moment ou si on les lâche pas? Ben non, il suffit de voir par exemple Sacha Grey. Sacha Grey, elle est idolâtrée, elle est super cool. C'est Sacha Grey, quoi. Elle a fait des bouquins qui ont super bien vendu. Exactement. Elle a été dans le clip de Eminem. D'ailleurs, t'as été dans le clip de Vald avec Damso. Ouais. Aucun rapport, ok, pardon. J'ai fait Seth Gecko aussi. Seth Gecko, c'est mon chouchou. C'est vrai? Ouais, Seth Gecko, c'est tout ce que j'aime, en fait. Il représente tout ce qui me plaît. La Thaïlande? T'es quoi? Non, mais en fait, j'aime bien les gens qui ont une identité. Physique, musicale, intellectuelle. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout, ou que je les idéalise. Je n'idéalise personne, mais je trouve que Seth Gecko, il a son rap à lui, il a son mode de vie à lui, c'est lui, quoi. Et je trouve ça super chouette. Est-ce que c'est quelque chose que tu as essayé de créer pour toi, une identité? Non, justement, je pense que je suis ou peut-être que je l'ai créé sans faire exprès. C'est-à-dire que des fois, quand je discute, parfois. Ouais, celle-là, je la fais tout le temps aussi, donc vraiment aucun souci. Je pardonne ça sur on me reprend là-dessus. Ouais, c'est infernal. On me reprend tout le temps là-dessus. Mais je trouve que ça fait très bien des fois. Oui, ça marche bien. J'ai toujours dit ça. Bon, maintenant, je fais un effort parce qu'il y a l'air d'avoir une guilde organisée, des gens qui... Exactement. Qui ont décidé, tu vois, il y a plein de fautes. Il y a plein de fautes. Qui sont très graves. Et celle-ci, elle n'est pas du tout gênante. Et ils ont décidé de... Parce que je pense que c'est la faute... j'ai élaboré une théorie. Non, mais parce qu'en fait, c'est peut-être une des fautes les plus faciles à corriger. Et une fois que tu l'as corrigée, t'es fier. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont corrigé cette faute. Et du coup, ils peuvent enfin persécuter les autres avec cette faute. Tu vois. Elle est pas mal, ta théorie. Bref, c'est ma première théorie sur la question. Mais de toute façon, moi, je vais aussi corriger cette faute. Et ensuite, je pourrais persécuter les gens qui la font. Donc, tu vois. Moi, j'arrive pas à la corriger. Ouais. Pourtant, j'en corrige beaucoup, mais qu'est-ce que je disais ? On disait construire une identité. Oui, mais finalement, par moment, il m'arrive d'avoir il y a des choses bien quand même. Parmi les personnes qui se sont un peu intéressées donc à mes interviews, à ce que j'ai fait à côté du X, et finalement j'ai fait pas mal de choses à côté en parallèle au X. Donc des personnes qui connaissent un peu mes goûts musicaux, mes positions plus ou moins féministes, mon goût pour la littérature. Et je me dis que malgré moi, il y a quand même une identité qui s'est créée. Bah oui, moi c'est exactement pour ça que je t'ai invité. J'ai pas pris l'annuaire des actrices de X au hasard. Ah, tu te serais fait chier, il y en a certaines. Non, mais il y en a certaines qui sont très gentilles, et je pense qu'elles sont beaucoup plus mieux dans leur tête que je ne suis dans la mienne. C'est chacun. Mais ça, c'est une émission de névrosée en fait. Donc, voilà, mais c'est pour ça. Donc t'en as une qui t'aurait dit ah bah j'aime bien l'exhibitionnisme. Ouais. Ah bah c'est joli. Enfin il y en a plein. C'est pas une. Je pense pas à une fille en particulier, mais il y en a, c'est ça quoi. J'avais une question, mais du coup, je reviens juste à mon truc sur les tubes et le porno en fait infini sur Internet et l'accès hyper facile. Est-ce que c'est pas un peu la mort du, je sais pas, de l'industrie un peu dont tu viens, non ? Est-ce que ça peut vraiment survivre puisque tout existe à l'infini en surabondance ? Moi, par exemple, pour un mec comme moi, j'ai grandi, mon réflexe, ça va jamais être d'aller acheter une vidéo d'Orcel, tu vois. Ça va jamais être ça, quoi. Mais sinon, tu peux aussi aller sur les sites internet, cliquer sur les bannières. Je peux te donner des liens d'affiliation.
Non, mais tu vois, c'est ça, c'est un peu ce que je me demandais. Et ça fait plusieurs années que je pense à ça. Et je me dis, est-ce que c'est pas juste l'industrie, cette industrie-là du porno un peu plus traditionnelle, est pas en train de elle va pas complètement disparaître ou... Alors, clairement, évidemment qu'elle disparaît. Évidemment qu'elle disparaît. Il faut s'adapter au tube, il faut s'adapter à la gratuité. Donc, évidemment, il y a des productions comme Dorsal qui continuent à faire des films. Mais aujourd'hui, ce qui se vend encore un petit peu, c'est les scènes. Comment ça, les scènes? Bah, en fait, c'est des scènes. C'est-à-dire que t'as pas un film scénarisé, mais tu as une vraie scène avec une mise en scène. Je sais que c'est moche la répétition dans une phrase, mais c'est pas grave. Mais avec une vraie mise en scène, un vrai stylisme, etc. Mais ça va juste être en gros une scène de cul un peu scénarisée, mais pas un film. De toute façon, moi, je me suis toujours demandé si vraiment les gens regardaient les longs métrages, parce que faut quand même. C'est long un long métrage, quoi. J'ai envie de Mais dire. écoute, il y en a qui regardent, je te jure. Je te jure. Mais j'ai vu, parce que j'ai un peu creusé, j'ai bien question. préparé cette interview. Ouais, pardon. Putain, non, mais attends, je vais juste finir. Donc, j'ai pas la réponse à tout. Je pense qu'aujourd'hui, les boîtes faut changer de modèle économique. De toute façon, il y aura plein de bouleversements. Ou bien les tubes vont rester comme ils sont et là, effectivement, le porno va se casser la gueule. Mais il y a une émergence d'un autre porno. C'est le porno fait par les actrices, par les amatrices, pour les fans directement. Oui, donc, d'ailleurs, il y a la un site, j'ai entendu parler d'un site. OnlyFans. Comment ça? Il y a un site qui est sorti. OnlyFans. Alors, c'est peut-être ça. Je sais pas si on prononce le S ou pas. Il y en avait un autre où en fait c'est un site de webcam, je crois, amateur. Et en fait, ce sont c'est ultra. C'est produit par les amateurs qui sont rémunérés, etc. Ça C'est ça. Mais il y en a plein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une fille n'a plus besoin d'aller en tournage. Il suffit que là, je sais pas, je suis sur un canapé, je dis à une nana, viens, j'en sais rien, on dit une connerie, on filme, on balance ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin des productions en fait. Il y a juste besoin d'être présente sur les réseaux sociaux. Et donc, en fait, c'est un business qui a totalement muté. Donc, il y a un point positif, c'est que ça permet une certaine autonomie pour les actrices de ce métier. Mais d'un autre côté, c'est vrai que moi, j'aurais toujours la nostalgie des vrais tournages, quoi, où tu te retrouves avec l'équipe, où tu as le temps, tu bouffes avec eux, tu rencontres des acteurs. Enfin, tu sais, ce côté un peu familial, un peu colo, quoi. Genre le X, c'était mieux avant, quoi. Ouais, moi je serais toujours un peu une vieille conne, hein, mais parce que moi c'est le X qui m'a fait rêver quand je suis rentrée là-dedans. Moi c'était pour ce X-là que j'ai fait mes premières scènes. Mais du coup, mettons une actrice, c'est le moment conseil de carrière de X. Une fille qui se dirait je veux être actrice de X, maintenant, ce serait quoi une bonne stratégie pour justement sortir un peu du lot Alors, une bonne stratégie. Toi, si tu devais revenir là à tes 18 ans et te dire ok, je repars. Alors là, je dirais tout de suite ok. Premièrement, je ferai beaucoup plus attention à moi d'un point de vue administratif. Clairement, ça, je ferai en sorte ou bien de monter une société ou bien de me faire réellement très bien conseiller. Parce que pour être un peu protégée vis-à-vis de ça. Ensuite, j'irai voir un bon médecin, quitte à en voir 10, pour avoir un régime adapté à mon rythme de vie, à plein de choses. Enfin, clairement, la santé, l'administratif dans un premier temps. Et ensuite, je pense que je ferai en sorte de travailler, d'être mise en avant par une boîte de prod, donc par Dorsel, évidemment. Ensuite, être présente sur les réseaux, commencer très vite la webcam, créer une identité qui me ressemble, parce que si l'identité te ressemble pas du tout et que t'es piégé dans un rôle qui te plaît pas, c'est chiant. Ensuite, aller tourner très vite à l'étranger pour des boîtes importantes. Donc ouais, te faire un nom au maximum. Voilà, c'est ce que je dirais de faire. Et n'être dépendante de personne. C'est marrant, c'est un peu des conseils d'entrepreneuriat de base en fait, quoi. Non mais je veux dire, mais c'est bien, c'est hyper similaire avec. C'est pas une critique, hein, c'est hyper similaire avec les autres trucs qu'on entend dans les autres industries, quoi. Tu crées ta marque et tu la diffuses le plus possible, c'est en ça. fait. Exactement. Et du coup, là, ça fait déjà une heure qu'on discute, tu sais. Le temps passe vite, pour moi en tout cas. Non, ça va, j'aime bien parler, hein, je suis très bavarde, donc. Comment tu abordes la suite? Tout à l'heure. On parlait un peu de... Et je voulais te poser une question, je laisse ça pour après. Je te parlais tout à l'heure, tu sais, du fait que vous dites que vous êtes vieille dans ton film et des choses comme ça. Est-ce que le fait d'avoir travaillé dans le X te donne l'impression d'avoir, dans un sens, grandi plus vite? Parce que moi, quand je vous écoute, et tout à l'heure, tu disais que dans le X, tu avais rencontré des filles un peu super rock'n'roll, etc. J'ai l'impression vraiment de filles super badass, genre qui ont compris trop de trucs sur la vie. Vraiment, j'ai l'impression que moi, à côté, j'écoute ça, je suis un gamin, alors que je me dis, j'ai quand même fait des trucs, tu vois, dans ma vie, mais que vous êtes finalement, que vous êtes assez
vous avez vachement les pieds sur terre, vous avez tout un sens ne serait-ce que du business, etc. Assez développé, quoi, je trouve. Mais bien sûr, parce que finalement, le X, quand on est, je pense à des actrices que j'aime beaucoup de ma génération, mais quand on fait réellement ce métier, qu'on n'est pas conne, qu'on n'a pas un mec ou quelqu'un pour nous aider au quotidien, on doit se débrouiller toute seule. Donc se débrouiller toute seule, ça veut dire voyager. Donc c'est bête et méchant, mais ça veut dire apprendre à maîtriser l'anglais, apprendre à communiquer avec des équipes différentes tout le temps. Donc finalement, tu fais tout le temps de la communication. Enfin, réellement, tu es tout le temps dans un contexte où tu dois t'adapter à une nouvelle équipe, t'adapter à une nouvelle make-up, mais vraiment à tout, à un nouveau pays. Donc déjà ça te fait gagner en maturité, ça va de soi. Tu es toujours en train de faire de nouvelles choses, en fait. Mais ça. oui, toujours des nouvelles choses et tu es toujours en adaptation, quoi. C'est comme si tu changeais de lycée tous les jours, enfin toutes les semaines. C'est comme si tu étais arrivé dans une nouvelle école où tu dois te refaire des amis, où tu es toute seule des fois pour dîner, des fois tu es avec du monde, tu peux tomber amoureuse, tu peux te passer une sale journée, avoir personne pour te réconforter. Donc il y a ça, il y a le fait qu'on est extrêmement présente sur les réseaux sociaux, donc on observe ce qui se passe. Donc on sait exactement l'importance des réseaux, on sait l'importance de l'actualité, on connaît l'importance de la communication. Et après, il y a aussi tout le vécu. Enfin, tu vis en accéléré parce qu'il y a aussi ta vie hors tournage qui existe en parallèle. Et tu rencontres aussi des personnes qui sont vraiment des personnes de tout horizon, quoi. Tu rencontres des gens de 50 ans, blindés de thunes, qui baissent enfin, je sais pas, enfin, pas forcément dans le porno, mais tu rencontres des gens de 50 ans qui ont fait une super carrière, qui ont mis plein de thunes de côté, qui s'amusent. Tu rencontres des mamans super belles, qui font actrice le jour, non, qui font des études de psycho et qui, le soir, après un shooting, vont travailler leur examen. Enfin, tu rencontres de tout, quoi. C'est génial. C'est épuisant, mais c'est génial. Beaucoup plus tout compte fait que dans plein d'autres carrières et dans plein d'autres modes de vie, en fait. Bien sûr. C'est un mélange de liberté, de contraintes, de mise en danger. C'est intense. Est-ce qu'il y a une insécurité ou une peur de la suite, par exemple, chez toi maintenant, de quand ça s'arrête le X, ou que tu arrêtes complètement de tourner Ah, moi, l'insécurité, j'ai pas attendu le porno pour la voir. Hein. Franchement, attends, s'il te plaît, un peu de respect. Mais du coup, comment t'envisages la suite Ça, c'est le genre de question que je déteste. C'est vrai ? Mais non, mais t'inquiète pas, c'est pas contre toi. C'est que les gens me la posent dans la vie et j'ai l'impression qu'il faut toujours leur donner une super réponse. Tu vois, non, genre, moi je. Et toi, quoi de neuf ? Non, mais en fait, alors je peux te commencer par moi si tu veux, même si je fais pas du X, c'est que pour le coup, j'ai aucune idée de ce que je vais faire dans la vie. Donc, Ah, bah non, voilà. j'en ai vraiment aucune idée. Donc, je te la pose cette question vient de quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'il va faire ensuite. Et en plus, c'est quelque chose qui me stresse, moi, Ah, déjà. bah voilà. Donc, tu vois, le futur. Non, mais moi aussi, évidemment, que par moment, j'angoisse parce que je me dis que j'ai eu la chance de vivre toutes ces années de manière plutôt relativement cool. Ou en tout cas, ça correspondait un peu à mes attentes. Je serais pas déçue si à 18 ans, on m'avait dit, bah voilà ce qui va t'arriver. Bon, bien sûr qu'il y a des trucs que je changerais, hein, clairement, mais je serais pas globalement déçue. En revanche, c'est vrai que dans l'idéal, moi, j'ai envie de créer, je sais pas encore comment, je sais pas si je veux faire une chaîne YouTube, je sais pas si je veux écrire un livre, je sais pas si je veux réaliser une série, mais je me vois pas dans autre chose. Enfin, je crois que j'ai envie de m'exprimer, mais j'ai pas encore comme j'ai un peu un poil dans la main, que je suis un peu flemmarde, et qu'au-delà de ça, j'ai besoin d'être un peu encadrée ou un peu soutenue sur mes idées. Ça met du temps, mais je me vois plus dans la création de quelque chose. Et on arrive un peu sur la fin de cette discussion. Je crois que j'avais quand même 2-3 petites questions en rab. Ouais, en fait, ce que je voulais te demander, tu as un peu répondu, tu dis si on m'avait dit quand j'étais ado que j'allais vivre tout ça, j'aurais signé, tu vois. Tout à l'heure, on parlait de réussite. Quand t'entends dire ça, je me dis un peu, c'est un peu ça la réussite dans un sens, non ? Bah, le problème vient du fait que j'ai eu des moments vraiment ouf. Enfin, j'ai eu de la chance. Quand j'ai des flashs dans ma tête, quand je pense au Dakar, quand je pense à des soirées super bien, quand je pense à la rencontre avec ma meilleure amie, quand je pense à mon plus grand amour, quand je pense à tout ça et quand je me dis que tout ça c'est arrivé dans le X, par le X, etc., je me dis waouh, putain, ma vie elle est chouette, quoi. Si là je me fais écraser par une bagnole en sortant, c'est pas grave.
Mais d'un autre côté, ça va faire peut-être 1 an que je m'ennuie. Donc, Que tu t'ennuies? ouais, je m'ennuie depuis 1 an. Comment ça? Bah, les gens m'ennuient. Les gens m'emmerdent. Lesquels? Tous? Tous? Non, mais j'ai pris une espèce de distance froide, tu sais, un peu lucide par rapport aux gens en règle générale. Et ouais, par contre, depuis 1 an, il y a plus de challenge, il y a moins d'émotions, il y a un côté affect que j'ai perdu, et pas forcément par rapport au X, hein, par rapport vraiment à tous mes rapports. Donc depuis 1 an, je me dis peut-être que si j'avais fait du social, et ben j'aurais ça, et puis je serais ci, je serais ça. Mais bon, ça fait que 1 an. Ouais, puis tu sais, c'est un peu quand tu disais que t'avais envie de créer, est-ce que c'est pas un peu toujours comme ça pour les gens qui créent des choses? T'as des périodes d'expansion et des périodes de... Exactement. Moi, en ce moment, je pense beaucoup à ça. Je suis pareil, enfin, je sais pas si je suis pareil, mais moi, je suis vraiment une sinusoïde, tu vois. Et chaque fois, et maintenant, j'essaie d'arrêter de me dire à chaque fois que je suis en bas de la courbe que ma vie est nulle et que j'ai rien compris. Et plutôt me dire, t'es juste en bas de la courbe, là, attends la prochaine fois que ça monte, tu vois. Ouais, mais c'est là où moi je deviens très chelou. Je me suis toujours dit, on peut toujours toucher le fond de la piscine encore plus. Tu Je crois? me dis, ça se trouve, t'es pas au fin de la courbe, justement. Ça se trouve, tu peux tomber encore plus bas. Ouais, alors que tu peux te dire, il y a forcément un jour où ça va remonter, tu vois. Non, mais le pire, c'est que ça va pas mal. C'est que ça va. Mais Ah bah tiens, du coup, question par rapport à ça. Est-ce que après avoir vécu un truc aussi fort que 8 ans ou 9 ans dans le X, à vivre des trucs forts, comme tu dis, avoir des choses nouvelles tout le temps, à rencontrer des choses qu'en fait quasiment personne d'autre fait dans le monde, à part peut-être les actrices de X, ou les gens peut-être qui font du crime organisé, peut-être qui vivent des trucs de fou tout le temps aussi, je sais pas. Est-ce que du coup, il n'y a pas un côté, tu te blases du reste, tu peux avoir genre, tu sais, tu me dis là que tu t'emmerdes un peu. Est-ce que tu peux pas te blaser finalement des choses un peu plus de la vie normale, tu sais, en te disant il n'y a plus jamais rien qui va autant m'enthousiasmer que le X quand j'ai découvert? Mais en fait, c'est pas uniquement le X, c'est tout ce que le X te donne. Enfin, te donne. Moi, je suis vraiment la meuf pro X, quoi. Faudrait. Non, mais c'est vrai que le X, ça te permet de découvrir autre chose sur les gens. Ça te permet de. Et comme je dis, c'est pas juste le fait de se foutre à poil et de faire du cul. Le porno, c'est de se mettre en marge, d'explorer sa sexualité. Donc, quand tu explores ta sexualité, les gens se confient plus facilement sur leur sexualité. Et leur sexualité, c'est une part importante de ce qu'ils sont en tant que personne. Donc, en fait, ça t'ouvre plein de portes sur le monde, sur les relations humaines. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas que ça m'ennuie, mais j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose, en fait. J'aimerais bien qu'il se passe un truc je sais pas. Quoi? J'en sais rien. J'en sais rien. Un truc cool, quoi. Un truc fort, un truc intéressant. Mais bon. C'est quand on attend un truc que ça se passe pas. Donc, je me dis qu'il faut pas attendre. Mais tu sais, je sais pas, un truc. Voilà. Je sais pas quoi. Moi, par exemple, là, tu disais que tu as des conversations intimes et que les gens s'ouvrent, etc. Ça, c'est le genre de truc que si un jour t'écris ça, j'aimerais bien le lire, par exemple. Tu vois. Dernière question. C'est une question que je posais plus ces derniers temps, mais j'ai envie de te la poser. C'est qu'est-ce que tu dirais à Anna, il y a 10 ans, qui s'apprête à rentrer dans le X? Je te laisse boire du coca. C'est là où je me pose toujours la question. Mais c'est vrai que franchement, c'est pas mal du tout. Parce que cette ambiance micro, etc., ça permet de créer ce qui est très rare, un côté un peu sans filtre. Parce que moi, j'ai toujours un super filtre, tu vois, que j'ai travaillé depuis des années, qui ne s'enlève que en soirée quand j'ai bien bu. Mais c'est vrai que ça donne envie de dire la vérité. Merci, je suis content. C'était un travail de longue haleine. Ouais, non, mais c'est... Non, sincèrement, je pense que... c'est là où je suis peut-être un petit peu schizophrène, mais j'aurais deux points de vue. D'un côté, je lui dirais, écoute, fais ce truc-là, ça va être super, mais non, en même temps, je pourrais pas me conseiller. Parce que si je me conseillais, j'aurais pas vécu tous les trucs comme je les ai vécus, je les aurais pas pris autant à cœur et j'aurais juste fait un parcours de connasse parfaitement réussi en faisant les bons choix, les bons trucs. Donc non, je me dirais, vas-y, pointe-toi comme c'était prévu. Par contre, prends juste un bon fiscaliste, quoi. Merci beaucoup, Anna Paulina, d'être venue sur Nouvelle École. Est-ce qu'il y a un endroit sur Internet où on envoie les gens qui s'intéressent à toi?
Bah écoute, on peut les envoyer. Si vous avez envie de dépenser de l'argent, allez sur www.annapaulina.com. En revanche, si vous avez envie de voir des trucs à la con et de regarder mon compte Insta, c'est Anna Paulina, Anna avec 2 N, Polina, avec le tiré du bas. Là, je sais pas si on appelle ça un slash ou quoi. Moi, je Sinon, il dis y a un- underscore, moi, je crois que. Underscore, ouais, Voilà. c'est ça, c'est dans les underscore, exactement. Je dis le tiré du bas, c'est horrible. Ça a fait vieux, tu sais, qui découvre la Non, technologie. les gens ils disent tirer du 8, tu sais, ou je sais plus quelle touche c'était sur le PC, bref. Bref. Donc, Mon compte Insta, sinon mon compte Twitter, mais bon, là, il y a des photos à poil des fois, donc si vous êtes mineur, mais en même temps, vous n'êtes pas censé écouter si vous êtes mineur. ah, si, il n'y a pas de filtre. Oui, je sais, mais peu importe. Bon, bref, c'est pas mon public. C'est Bref, vous serez prévenus, quoi. Voilà, Anna Paulina XXXX. Sinon, j'ai un compte Snapchat aussi. Ça peut être Anna Paulina XXX ou Anna Paulina XXXXX. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Et je vais vous dire comment. Premièrement, abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast. C'est hyper facile. Et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis. C'est donc @_Nouvelle École. Underscore, c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir 3 recommandations de ma part chaque vendredi par email, il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelleécole.org. N'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage 3 choses qui m'ont plu. Ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose, si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible. Vous pouvez le faire via Patreon. C'est à patreon.com/Nouvelle École Podcast et les dons commencent à 2 € à peine. Et après, libre à vous de donner ce que vous voulez. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Nouvelle école, je donne ça à l'an.